public, la supervision des parents est suggérée. Cette émission vous est présentée avec vidéo Le 4 mai description. 1969, Robert Allard est criblé de balles par des tueurs que des policiers aux aguets ont vu agir. Les suspects sont aussitôt pris en chasse. Ils seront arrêtés dans les minutes qui suivent. L'assassinat de Robert Allard allait s'avérer être le dernier acte d'une guerre sanglante qui opposait de jeunes truands francophones aux caïds de la mafia italo-montréalaise. Les jeunes truands francophones ont remis sérieusement en question le pouvoir établi à l'époque, c'était celui de la mafia. C'était une guerre sanglante et on se faisait pas de cadeaux. Robert Allard est probablement celui qui aura concrétisé le plus cette volonté de déloger les Italiens de la carte du crime organisé montréalais. Alors, il aurait pu rentrer avec une mitraillette dans un endroit public, ça ne l'aurait pas dérangé. Alors, on craignait plus alors. C'est pour ça qu'alors, il a payé de sa vie. Le dimanche matin 4 mai 1969, vers 9 h, Robert Allard a été abattu de sang-froid par des tueurs qui l'attendent aux abords de sa résidence du nord de Montréal. Ce jeune homme de petite taille a des airs d'enfant de cœur, mais il ne faut pas se fier à ses apparences. Robert Allard est un gangster à la gâchette facile. Il est craint comme la peste dans le milieu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Il jouait le tough, mais pas tellement grand, puis pas tellement... Il n'était pas imposant. Beaucoup de monde en avait peur parce qu'il pouvait poser n'importe quel geste. C'est ce genre de gars qui peut rentrer dans un endroit avec une mitraillette puis se mettre à tirer. Il a 22 ans, il n'a pas un long parcours, mais déjà, les policiers le soupçonnent d'avoir commis quelques assassinats. Il y a au moins une tentative de meurtre dont on est à peu près sûr qu'il est l'auteur. Et il a commis aussi quelques braquages de banque. C'était pas un criminel d'envergure. Et il était considéré, quand tu parles à des policiers de l'époque, ou tu parles à des gens du milieu, ils vont dire carrément que c'était un gars qui était considéré comme dangereux. L'autre raison pour laquelle il commence à être connu, c'est qu'il est aussi l'ami inséparable d'un certain Richard Blas, qui commence à faire parler de lui beaucoup dans la chronique policière de l'époque. Alors, Richard Blas a à peu près le même âge que Robert Allard à cette époque-là, en étant 68. C'est déjà une jeune tête brûlée. Il est reconnu pour avoir la gâchette facile. C'est un garçon qui a fait de la boxe dans sa jeunesse. Il est pas haut, il est pas gros, mais c'est un bagarreur de rue, sans pitié. Il a peur de personne. Et lui aussi, on le soupçonne d'avoir commis quelques braquages de banque. Richard Blas est le plus célèbre desperado de l'histoire du crime québécois. Rusé, sans peur et sans pitié, ce gangster qui sera pris dans un terrible et absurde engrenage a fait une sanglante carrière qui a commencé dans la provocation et va finir dans l'horreur. Au printemps de 1968, Blas et son ami Allard aiment provoquer. Ils hantent des quartiers du nord de Montréal. Robert Allard et Richard Blas font partie d'un gang, à l'époque on appelle le gang du Nord. Parce qu'ils sont originaires du nord de la ville de Montréal et hantent, dans le fond, des quartiers de ce coin-là. Les Allard, les Blas, il y a une foule d'autres, les Ouimet, Bienvenue, peut-être une douzaine également.
Ces jeunes hors-la-loi sont en rébellion ouverte contre le pouvoir établi, celui de la mafia italo-montréalaise qui règne en maître depuis plus de 20 ans dans les bas-fonds montréalais. Cette mafia, on la qualifie de gang du centre. Montréal était une ville ouverte au crime organisé, était une ville où le jeu, la prostitution, le commerce de la drogue commençait à s'installer. Montréal était donc une grande tarte dont le morceau principal appartenait à la mafia italienne. Les mafiosi régentent tout. Ils ont la main haute sur tous les rackets et tous les trafics. Pas un trafiquant, pas un braqueur, pas un fraudeur ne peut opérer sans avoir à rendre de compte d'une façon ou d'une autre au parrain Vic Cotroni et à ses lieutenants, tels son frère Frank ou Paolo Violi. À l'époque, quand on remonte à cette époque-là, c'était pas les motards, c'était la mafia qui contrôlait à Montréal. Alors, Blas, c'est des gens qui voulaient rien savoir de la communauté, de la mafia italienne, de la communauté italienne. Il m'avait dit, Blas, m'avait dit, c'est pas vrai qu'on va être des servants de messe, c'était l'expression, des Italiens. On est incapables de faire nos affaires. À cette même époque, le monde est en train de changer. À la fin des années 60, les truands québécois de souche veulent s'affranchir de leurs maîtres anglo ou italo. C'est ainsi que le clan des 9 frères Dubois est en voie de contrôler les quartiers du sud-ouest de la métropole, comme Verdun, La Salle ou Saint-Henri. Le Québec s'ouvrait sur le plan social, économique, sur le plan culturel aussi, à une réalité beaucoup plus ouverte sur les horizons mondiaux. Le crime organisé montréalais faisait de même. Surtout sous l'influence de ce gang du Nord-là qui emmenait passablement large, qui irritait beaucoup la mafia italienne, qui supportait très, très mal qu'on veuille un tout petit peu rogner dans l'hégémonie qu'elle avait sur tout ce qui rapportait à l'époque énormément d'argent au crime organisé. Robert Allard, Richard Blas et leurs amis ne craignent pas d'aller provoquer l'ennemi sur son propre terrain. Les Allard et compagnie hantent ainsi les boîtes de nuit reconnues comme des repères du gang du centre. Ils y sèment la pagaille et déclenchent des bagarres épiques pour faire fuir la clientèle. Ça s'inscrivait dans une sorte d'escalade où on narguait tous les membres du clan, du gang de Blas, narguaient les gens de la communauté italienne. On allait dans les cafés italiens, les bars, dans les clubs de nuit. Et les clubs appartenaient donc aux Italiens pour la plupart. Le soir du 4 mai 1968, Gilles Bienvenu et Albert Ouimet, des amis de Blas et Allard, se rendent au Petit Barry, un bar très couru du nord de la rue Saint-Laurent. Et comme ils le font souvent, ils se rendent là, dans le fond, pour aller provoquer l'adversaire. Pourquoi? C'est que cette boîte-là est la propriété d'un certain Jimmy DiMaolo, qui est associé à la mafia italo-montréalaise. Alors, c'est toujours la même recette. Ils se rendent dans le bar, ils sèment la zizanie, ils déclenchent une bagarre, font fuir la clientèle. Après avoir fait tout le boucan, ils ont eu la chance de s'en aller très rapidement, mais ils étaient à peine sur le point de monter dans leur voiture qu'ils ont été la cible d'un tir nourri. Ce qu'il y a de particulier dans cette affaire-là, c'est qu'au même moment, juste en face du Petit Barry, il y a une taverne qui a été cambriolée. Il y a 2 agents de police qui sont sur les lieux. Ils entendent des coups de feu. Ils sortent en vitesse de la taverne et ils aperçoivent une voiture qui démarre en vitesse. Alors, ils montent à bord de l'autopatrouille, partent à la poursuite de la voiture des fuyards, finissent par les attraper, les arrêtent. On va savoir dans les jours suivants qu'il s'agit de trois truands associés à la mafia montréalaise. Le trio de mafiosi sera éventuellement relâché, car on manque de preuves pour porter des accusations contre lui. En attendant, Bienvenu et Ouimet, atteints par les balles ennemies, ont rendu l'âme sur le trottoir du Petit Barry. Ce double meurtre est le début d'un déplorable enchaînement de violences. C'est un des premiers épisodes de ce qui a engendré une guerre sanglante à Montréal entre diverses factions comme ça
des groupes criminels organisés, Blast, les Italiens, etc., etc. Cette guerre sanglante va coûter cher aux gangs du Nord de Robert Allard. Et pire encore, elle va faire d'innocentes victimes. Allard et Blast ont décidé à ce moment-là de s'engager peut-être dans une sorte de gradation supplémentaire de leur lutte aux Italiens. Et cette fois-là, ils ont décidé de s'en prendre directement à Frank Cotronny. Tu sais qu'il y a des parents qui ne sont pas des bons parents. Ceux qui inscrivent leurs enfants de 4 ans dans des concours de beauté d'enfants. Là. Les enfants qui gagnent ces concours-là, le premier prix, ça devrait être d'autres parents. Martin Petit et le micro de feu, la deuxième partie ce soir 21h à Canal D. Red Bull donne des ailes. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte à ma fête. J'ai hâte à ma fête. J'ai hâte à ma fête. Moi aussi, j'ai hâte à ta fête. Donnez votre fête en cadeau au phare Enfants et Familles pour que les enfants gravement malades puissent s'amuser jusqu'au bout de la vie. Depuis des années, je fais la coloration des cheveux de Liz. Dernièrement, elle a moins de gris que d'habitude. C'est quoi, selon vous? Retouche Repousse de Nice & Easy offre le plus grand choix de nuances qui s'harmonise même au colorant professionnel en 10 minutes seulement. Avec Retouche Repousse, tout ce qu'il voit, c'est vous. Moi, je prends le café puis le muffin ensemble. C'est tellement bon, regarde ça. C'est cuit sur place. Ah, c'est bon. Le café, il est bon. Pas trop léger, pas trop corsé. Il est juste parfait. Café, muffin pour moins de 2 piastres. Café, muffin. Calculer combien d'argent épargné pour la retraite, ça non plus, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec Simulaire, parce que plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien plus de 5 minutes. Skittles. Rase l'arc-en-ciel! Goûte l'arc-en-ciel! Nous croyons que bien vieillir demande de la force et de la vision. Voici Centrum pour hommes et femmes de 50 ans et plus. La science personnalisée pour lui et elle, favorisant le maintien d'une bonne santé. Les nouvelles Centrum 50+ pour hommes et femmes. Ça commence maintenant. Excusez, madame, c'est quoi ça, on bouffe les prix? Venez, je vais vous montrer. C'est ici que nos petits bouffeurs de prix font leur travail. Malade. Chaque bouchée équivaut à un rabais en magasin. Ça, c'est l'équipe de nuit. Hey, il mange au complet, lui. Ça, c'est Roger. Il s'occupe des produits gratuits. C'est notre meilleur. Pour vous faire économiser encore plus chaque semaine, chez IGA, on bouffe les prix. Partez pour jackpotcity.net sur votre téléphone cellulaire. Nous vous proposons plus de 450 de vos jeux de casino préférés, parmi lesquels les machines à sous, la roulette, le blackjack et le vidéo poker. Visitez jackpotcity.net dès aujourd'hui et ressentez à domicile tous les frissons et toute l'excitation d'un vrai casino sur votre téléphone cellulaire. Jouez gratuitement, mais soyez considéré comme un hôte de marque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jackpotcity.net, casino en ligne. Peu importe les dangers, ils vont au front, risquent leur vie et réalisent de véritables actes de bravoure. Héros pur et dur, mardi 20h à Canal D. Le dimanche matin 4 mai 1969, vers 9h, Robert Allard a été abattu de sang-froid par des tueurs qui l'attendent aux abords de sa résidence du nord de Montréal. Ce jeune gangster de 22 ans est le grand ami de Richard Blass. Tous deux font partie du Gang du Nord, une bande de jeunes francophones qui remettent en question la domination de la mafia italo-montréalaise, qu'on appelle à cette époque le Gang du Centre. Allard, Blass et leurs amis s'amusent à aller provoquer les mafiosi italiens jusque dans les boîtes de nuit reconnues comme étant leur repère.
ils y sèment la pagaille et déclenchent des bagarres épiques pour faire fuir la clientèle. Le 4 mai 1968, deux amis d'Allard et Blas, Gilles Bienvenu et Albert Ouimet, sont abattus à la porte d'un bar dont le propriétaire est le mafioso Jimmy DiMaolo. On va exposer les cadavres des deux membres du gang du Nord dans un salon funéraire. Et il y a un fameux Roger Larue qui va se présenter là, pas mal éméché, et qui va crier très fort qu'il va venger ses deux amis. Ce Roger Larue-là est un ancien danseur de cabaret. C'est une pièce d'homme. Alors, il quitte le salon funéraire, puis il part en direction du Petit Barry. Il va faire irruption là. Et il va aussi faire du grabuge. On va réussir à l'expulser. Il s'en va dans un autre bar du coin qui s'appelle le Qatari, qui est aussi la propriété de mafieux montréalais. Mais là, il ne restera pas longtemps. Il y a deux inconnus qui vont l'abattre. Les assassinats de Bienvenu, Ouimet et Larue en quelques 72 heures ont pour effet de décupler la rage de Robert Allard et de Richard Blas. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Allard et Blas ont décidé à ce moment-là de s'engager peut-être dans une sorte de gradation supplémentaire de leur lutte aux Italiens. Et cette fois-là, ils ont décidé, évidemment, de s'en prendre directement à Frank Cotroni. Cotroni était probablement celui sur lequel les feux de la rampe étaient constamment braqués. Son seul nom, on l'évoquait, ça faisait trembler tout le monde. Frank Cotroni est le bras droit, mais aussi le frère de Vic Cotroni, qui contrôle alors la mafia à Montréal. Le lendemain même du meurtre de Larue, au terme d'une soirée bien arrosée, Robert Allard et Richard Blas décident donc de régler le compte de Frank Cotroni. Ils disposent de l'adresse du caïd. Armés lourdement, ils partent à sa demeure. L'alcool aidant, Blas écrase l'accélérateur lorsqu'une autopatrouille les prend en chasse sur le boulevard Rosemont. Robert Allard et Richard Blas parviennent à échapper à leurs poursuivants, mais l'incident les a passablement dégrisés. Ils renoncent pour le moment à leur projet d'assassinat. Ce soir-là, si la police les prend pas en chasse, c'est sûr et certain que Cotroni se fait passer parce qu'eux autres, ils s'en allaient là, il est armé avec des mitraillettes, puis c'est officiel. Moi, j'avais eu des informations par la suite. Blas me l'avait dit, on l'a manqué, mais on ne le manquera pas la prochaine fois. Le lendemain même, les deux truands sont interceptés par les policiers montréalais dans le voisinage de la résidence de Frank Cotroni. Ils sont arrêtés, puis accusés de vagabondage sans plus. On a bien découvert des armes de poing dans les parages de leur arrestation, mais on ne peut prouver qu'elles étaient leur propriété. Cette fois, Cotroni est mis au courant par les policiers des visées des deux jeunes hommes qui vont devoir remettre leur projet à plus tard. On prévient aussi l'associé de celui-ci, Joe DiMaolo, qui habite dans le voisinage de Cotroni. DiMaolo, qui était un lieutenant et un homme de confiance du clan des Cotroni, il jouait toujours probablement un rôle clé. Joe DiMaolo est le frère de Jimmy, le propriétaire du Petit Barry devant lequel Bienvenu et Ouimet ont été abattus. Cotroni et DiMaolo prendront les mesures nécessaires pour rendre leur résidence inviolable. Allard, Blas et leurs amis les harcèlent quand même. Manœuvres d'intimidation, menaces au téléphone, vandalisme sur leur voiture, on ne leur épargne rien. Les mafiosi italiens commencent à prendre l'affaire au sérieux. Ils ne se déplacent plus qu'escortés de gardes du corps qui en font des cibles difficilement atteignables. Robert Allard ne se contient plus. Il décide de se venger coûte que coûte. Alors, ils sont pris dans une espèce d'engrenage de la violence. Et ce que Allard va choisir de faire, dans le fond, c'est de s'attaquer à des citoyens dont le seul tort, dans le fond, c'est d'être d'origine italienne.
C'est ainsi que le 26 mai 1968, 3 semaines après les exécutions de Bienvenue, Ouimet et Larue, un jeune Italo-Montréalais est abattu de 3 balles à la tête. On va retrouver le corps d'un jeune Italien de 20 ans à peine, Giuseppe Colizza, dans une ruelle du nord de Montréal. Il a même encore les mains dans les poches. Il a été assassiné, dans le fond, en traître. Ce Giuseppe Colizza-là n'a rien à voir avec le milieu criminel. Son malheur, dans le fond, c'est d'avoir été à ce bar-là. Et on sait que Allard et Blas s'y trouvaient. Et on va apprendre plus tard que c'est bel et bien Allard qui l'a suivi dans la ruelle quand il est sorti du bar et qui l'a abattu. Les médias ne manquent pas de souligner que le conflit opposant le gang du centre à celui du nord dégénère en violence aveugle. La fièvre monte tant dans le milieu que dans la communauté italo-montréalaise. Le 9 juin 1968, la tension est à son comble. 2 semaines plus tard, va survenir un autre drame du genre. Alors, encore un jeune d'origine italienne qui s'appelle Giuseppe Di Marco, qui marche sur la rue, sur un trottoir, tout bonnement. Il prend place au volant de sa voiture quand arrive Robert Allard, qui lui tire 3 balles. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un policier qui s'adonne justement à passer en autopatrouille tout près de là, qui voit la scène, qui voit le tireur monter en bord de son automobile puis filer. Le policier va partir à sa poursuite, va le rattraper, va l'arrêter, et ce n'est nul autre que Robert Allard. Le pauvre Di Marco, il l'a pas tué, mais il l'a atteint dans le dos, et ce jeune garçon-là, qui a encore une vingtaine d'années, qui n'a rien à voir avec le milieu criminel, qui n'a aucun antécédent judiciaire, va rester paralysé pour la vie. On va porter contre Robert Allard une accusation de tentative de meurtre, ce qui est une accusation très grave. C'est la pire après celle de meurtre. Et donc, on va le garder en prison. Il ne peut pas obtenir de libération conditionnelle. Et le procès, bien, ça ne se fait pas dans les jours qui suivent, mais bien dans les mois qui suivent. Alors, Allard va se trouver derrière les barreaux pour des mois et des mois. Les mafiosi ne peuvent pas s'en prendre à Robert Allard tout de suite. En attendant, ils vont exercer leur vengeance sur son ami Richard Blas, et ce, de façon spectaculaire. La guerre est ouverte. Les mafiosi ont l'habitude de ce genre de situation-là, et c'est ceux qui vont essayer de régler le problème une fois pour toutes. Alors, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de régler le cas de Blas. J'y avais dit à Frank Catroni, j'ai dit, écoute, t'es au courant qu'eux autres, là, c'est des malades, ils vont tout essayer. Il dit, le temps achève. C'est terminé, ça va finir là. Parti cueillir des fraises, Frédéric est tout à coup surpris par un violent orage de pluie et de grêle. Réfugié sous un arbre, le jeune homme est alors frappé de plein fouet par la foudre. Il est brûlé sur 40% de son corps et a les 2 tympans perforés. J'ai frôlé la mort, mardi 21h à Canal D. Lorsque vous entrez dans un restaurant Subway, vous avez le pouvoir d'un héros. Le pouvoir de choisir tous vos ingrédients préférés pour garnir le sandwich déjeuner que vous aimez. C'est pas la fin du monde, mais ça commence bien la journée, oh, s'il vous plaît. Subway, mangez frais. Le tabac fait souffrir ses victimes avant de les tuer. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com.
Au fil des ans, votre sourire révèle le café accumulé qui cause des taches incrustées sur vos dents. Les bandes Crest 3D White Strips surpassent l'action de la plupart des dentifrices en éliminant les taches sous la surface de la dent et blanchissent aussi bien que des traitements professionnels. Crest 3D White Strips. J'ai beaucoup utilisé les outils qu'on m'a enseignés à l'école. Vraiment, ça m'a été utile, puis j'ai appris aussi sur place. Si vous rêvez d'une carrière dans le domaine du voyage, inscrivez-vous. Les biscuits de la barre O. Henry très croquantes sont tellement sauvages que seule une combinaison colossale de fudge, de caramel, d'arachide et d'un délicieux enrobage chocolaté peut dompter ces bêtes croquantes. O. Henry très croquante avec biscuits. Libérez le croquant. This is what it feels like. Vivez la différence avec les hôtels de notre collection Grand Luxe. Une exclusivité de sunwing.ca. L'année commence bien. La liquidation prix de fin d'année Ford se prolonge jusqu'au 2 février. Ne payez rien pendant 90 jours et profitez toujours d'un financement à l'achat de 0% sur plusieurs de nos modèles les plus innovateurs, avec chargement facile, stationnement parallèle assisté ou divertissement à commande vocale. Obtenez aussi une prime de liquidation camion sur la série F, la gamme de camions la plus vendue au Canada depuis 49 ans. Ne payez rien pendant 90 jours avec le financement à l'achat de 0%. La liquidation se termine le 2 février. Visitez votre détaillant Ford maintenant. Robert Allard, un gangster de 22 ans, est le grand ami de Richard Blass. Tous deux font partie du gang du Nord, qui est en guerre ouverte contre la mafia italienne. On s'entretue de part et d'autre. Trois amis d'Allard et Blass tombent d'abord sous les balles d'assassins de la mafia. Robert Allard, assoiffé de vengeance, veut s'attaquer aux caïds italo-montréalais, mais ceux-ci ont pris des mesures de protection qui les rendent pratiquement intouchables. Allard va donc s'en prendre à des cibles faciles, des Italiens qui n'ont rien à voir avec le milieu criminel. Robert Allard est arrêté à la suite de ces attentats. Il est derrière les barreaux en attendant de répondre d'une accusation de tentative de meurtre. Son ami Richard Blass court toujours. La communauté italienne craint ce dernier et réclame que les autorités interviennent et mettent fin à ce qui prend des allures de massacre d'innocents. Ce sont plutôt les mafieux du clan italien qui vont prendre les choses en main. La guerre est ouverte et dans toute guerre, vaut mieux prévenir que guérir. Alors les mafiosi ont l'habitude de ce genre de situation-là. Et c'est sûr qu'ils ne laisseront pas faire les choses et qu'ils vont essayer de régler le problème une fois pour toutes. Robert Allard est derrière les barreaux. Bienvenue, oui, maître, la rue sont morts. Il y a Blass qui reste. Et Blass, c'est pas le moins actif puis le moins dangereux du gang. Alors, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de régler le cas de Blass. Quelques jours après le dernier crime de Robert Allard, Richard Blass se présente au bar Le Tabouret. Le patron, associé à la mafia, lui intime l'ordre de déguerpir. Le truand refuse, l'autre dégaine une arme et le vise à la tête. Blass a le réflexe de se protéger de son avant-bras où se loge la balle. Il passe tout près de la mort. Je parlais à cette époque-là beaucoup à Frank Catroni, puis j'y avais dit à Frank Catroni, j'ai dit, écoute, t'es au courant qu'eux autres, là, c'est des malades, ils vont tout essayer. Il dit, le temps achève. C'est terminé, ça va finir là. Quelques semaines ont passé depuis l'arrestation de Robert Allard, quand Blass se trouve dans une taverne de la rue Saint-Hubert où il a l'habitude d'aller. Deux hommes costauds pénètrent dans le bar. Blass n'a pas d'arme sur lui. Il se doute que les deux hommes trament quelque chose. Il décide de prendre la fuite. Il court et là, il aperçoit derrière lui les deux types qui sont à sa poursuite. Non loin de là se trouve un magasin de disques.
il ouvre la porte du magasin, se glisse dans le commerce. Et là, il attend, il voit les deux gars qui sont à la porte, qui l'attendent sur le trottoir. Il faut comprendre, il n'est pas armé, il n'y a pas d'arme. Il attend. Là, Blair sort en courant à toute vitesse. Ces deux poursuivants, surpris, se mettent à tirer. Ils vont démolir les vitrines puis la porte du magasin. Mais Blas, lui, s'est fondu dans la foule. Il va leur échapper. Une semaine plus tard, Claudette et André Corbeil, un jeune couple associé au clan italien, sont retrouvés ligotés et étranglés dans le coffre de leur Cadillac. Ils ont été vus en compagnie de Blas et de son ami Claude Ménard dans un restaurant de la rue Saint-Hubert quelques heures avant d'être exécutés. Les enquêteurs mettent la main au collet des deux truands et les cuisinent, mais sans résultat. 15 jours plus tard, Richard Blas se trouve au manoir de Plaisance, un petit établissement des Laurentides. Au milieu de la nuit, un violent incendie rase l'endroit en un éclair. Un incendie qui, visiblement et rapidement, sera déclaré incendie criminel. Et Blas réussira à s'échapper des flammes dans ce motel-là, bien qu'on eût à déplorer deux innocentes victimes dans tout ça. Cécile et Maurice Richard, deux jeunes mariés en voyage de noces qui n'ont rien à voir avec la pègre montréalaise, perdent la vie dans l'incendie. Un mois va passer encore. Et là, un beau jour, en octobre 68, un ami de Richard Blas passe le prendre. Claude Ménard l'emmène chez un carrossier. Ça rentre là, à bord de la Cadillac. Il rentre dans l'atelier. Puis, à un moment donné, contre toute attente, les coups de feu fusent de partout. Ménard, il est touché, mais malgré le fait qu'il soit blessé, il réussit quand même à faire marche arrière, écraser le champignon. C'est comme dans les films. Les trois tireurs ne peuvent pas finir leur job en plein jour, décarpissent, l'ambulance arrive et Blas, 1 heure après, sur la table d'opération. Et il a été chanceux, encore une fois. Il n'y a aucune fonction vitale au cerveau qui a été touchée. Puis 2 mois plus tard, il va être sur pied. J'étais allé en ondes à la radio pour dire que j'avais appris que Richard Blas était décédé. Il était à l'hôpital Jean Talon. Et j'ai reçu un appel. Écoute-moi bien, là, tu vas corriger ça. Là. Je suis pas mort. C'est Blas qui te parle. On convoque Richard Blas en cour. Il refuse de reconnaître ses agresseurs, obéissant ainsi à la loi du milieu. Ceux-ci devront être relâchés. À la mi-janvier 1969, 2 mois après avoir obtenu son congé de l'hôpital, Richard Blas est impliqué dans un spectaculaire hold-up. S'ensuit une chasse à l'homme au cours de laquelle 2 policiers seront gravement blessés. Blas, quant à lui, sera arrêté. En ce début d'année 1969, Richard Blas rejoint Robert Allard en prison. Donc, Robert Allard est toujours derrière les barreaux. Son procès va finalement se tenir en avril 1969. Ça fait déjà 10 mois qu'il a été arrêté. Et dès le début, dès les premiers jours de son procès, il va y avoir un vice de procédure et le juge va être obligé d'annuler le procès et il va falloir recommencer à neuf. Mais là, on ne peut pas faire ça le lendemain. Ça implique qu'il va y avoir encore des mois d'attente. Et là, la couronne ne peut pas s'opposer au fait qu'on libère Allard sous caution. On est bientôt au début du mois de mai 1969. Allard vient d'être libéré de prison et des policiers épient les allées et venues de Jimmy DiMaolo. Celui-ci est le frère du caïd Joe DiMaolo et il est aussi le propriétaire du bar à la sortie duquel Bienvenue et Ouimet ont été tués. Il se trouve donc au centre du conflit opposant Allard et Blas aux mafiosi italiens. Ils ont eu une information à l'effet que DiMaolo prépare un gros coup. Et ils l'aperçoivent un soir sortir de chez lui tard, aller dans un café italien. Il en sort aussitôt avec ce personnage-là, Joe Armini. Le Joe Armini en question, c'est un personnage assez bien connu des policiers parce qu'on le soupçonne d'avoir trempé dans quelques règlements de compte entre mafieux. Et son surnom dans le milieu, c'est The Killer, le tueur,
Alors, ça en dit pas mal sur le personnage, en tout cas sur sa réputation. Alors, ils s'en vont sur la rue Jean Talon. Les policiers suivent là, en voiture et ils voient très, très bien Joe DiMaolo qui pointe de l'index un immeuble, un appartement de la rue Jean Talon. Ils repartent aussitôt, ils retournent au café, ils font descendre Armini, puis ils rentrent chez lui. Là, on est à peu près, il était quoi, 11 heures le soir. Manifestement, les mafiosi trament un complot, et la victime de ce complot n'est nul autre que Robert Allard. On avait plus peur d'Allard, qui pouvait être considéré comme une tête brûlée, que l'astre. C'est pour ça qu'Allard a payé de sa vie. Tu sais qu'il y a des parents qui ne sont pas des bons parents. Ceux qui inscrivent leurs enfants de 4 ans dans des concours de beauté d'enfants. Là. Les enfants qui gagnent ces concours-là, le premier prix, ça devrait être d'autres parents. Martin Petit et le micro de feu, la deuxième partie ce soir 21h à Canal D. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Nous, on est les Saunders. Le nord de la côte ouest, c'est nouveau pour nous. La pluie, la boue, bam, c'est là. L'extérieur rentre dans ma maison. C'est dégueulasse. Puis là, c'est la danse des serviettes qui commence. Où est rendu le soleil? Oh, wow, c'est un balai Swiffer Wetjet. J'ai honte de mon nettoyage à la serviette. La pluie a son charme. Maintenant, on peut se salir. On raconte qu'après avoir vu un magicien faire disparaître son assistante, Monsieur Net a créé un produit qui faisait presque disparaître la saleté. Il l'a nommé l'effaceur magique. Il nettoie comme par magie. Même la saleté qui a cuit disparaît sous vos yeux. L'effaceur magique Monsieur Net. Nous croyons que bien vieillir demande de la force et de la vision. Voici Centrum pour hommes et femmes de 50 ans et plus. La science personnalisée pour lui et elle, favorisant le maintien d'une bonne santé. Les nouvelles Centrum 50+ pour hommes et femmes. Ça commence maintenant. C'est la folie du Nouvel An chez Brick. Obtenez 50% de rabais sur les sofas inclinables lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Ce sofa inclinable en micro-suède, 599 $. Ce fauteuil à inclinaison électrique en simili-cuir, 799 $. Ce sofa inclinable en cuir véritable, seulement 899 $. Plus, obtenez 25% de rabais sur ces sofas design à mon image. Choisissez votre couleur, votre tissu, 599 $ chacun. C'est la folie du Nouvel An chez Brick. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Mike's vous offre le meilleur des deux mondes avec ses fameux duettos. Un choix de 4 savoureuses combinaisons de plats parmi vos préférés, comme le duetto Terre et Mer et le nouveau duetto Tex-Mex. Dégustez-les à partir de seulement 8,99 $. Mike's, l'Italie d'ici. Un BLT, c'est bon. Mais un BLT avec de la Hellmann's, c'est meilleur. Son goût est incomparable. Hellmann's est fait d'ingrédients vrais, comme des œufs canadiens, de l'huile de canola et du vinaigre. Avec la mayonnaise Hellmann's, vous ne faites pas que manger. Vous savourez. Hellmann's, le vrai a meilleur goût. Il paraît qu'elle est encore déprimée puis en congé de maladie. Nous aussi, on aimerait ça avoir des vacances. Il paraît qu'elle est encore déprimée puis en congé de maladie. Nous aussi, on aimerait ça avoir des vacances. Il paraît qu'elle est encore déprimée puis en congé de maladie. Nous aussi, on aimerait ça avoir des vacances. Il paraît qu'elle est encore déprimée puis en congé de maladie. Je vais aller faire un tour chez elle pour voir comment elle va. Ils gagnent leur pari, ils chargent la marchandise et ils roulent pour satisfaire des clients toujours plus exigeants. Une compétition chargée d'humour et d'action. Une course contre la montre. La guerre des transports. Mardi 19h à Canal D. Robert Allard, qui fait partie du gang du Nord, est au centre d'une guerre sanglante qui oppose les siens aux mafiosi du gang du Centre. Au moins 3 des amis de Robert Allard sont tombés au combat, alors que lui a exercé sa vengeance sur 2 jeunes hommes qui avaient pour seul tort d'être d'origine italienne.
Il n'en faut pas plus pour que la tête d'Allard soit mise à prix par les mafieux du clan italien. Le 4 mai 1969, des policiers montréalais épient les allées et venues du mafioso Jimmy DiMaolo. Ils sont de faction pas très loin de chez lui. Et ils le voient se diriger rue Jean-Talon, au même endroit où ils l'ont vu la veille montrer un immeuble d'appartement à Joe Armini. Là, ils le voient stationner pas très loin. Il descend de voiture. Non loin de là, un policier en civil observe les faits et gestes de chacun. On se doute bien que quelque chose se trame. Et ce policier-là voit Jimmy DiMaolo se diriger vers une voiture, puis il voit Jimmy DiMaolo plonger un tournevis dans un des pneus de la voiture. Il rempoche son tournevis, retourne à sa voiture, monte à bord et il va se stationner 1 ou 2 rues plus loin. Là, les policiers qui sont toujours de faction surveillent Jimmy DiMaolo. Et là, ils voient arriver Joe the Killer Armini et un 3e individu, Nicolas Léo. Nicolas Léo Armini monte à bord de la voiture de Jimmy DiMaolo, ça discute, les deux descendent de voiture et là, ils se dirigent vers l'immeuble à appartement. Ils se promènent dans le coin. Là, les policiers constatent qu'ils attendent quelqu'un ou quelque chose. Vers 8h45, les policiers voient sortir Robert Allard du logis. Ce dernier se dirige vers sa voiture, constate la crevaison, monte à bord et se dirige vers une station-service non loin de là. Et là, il voit apparaître Armini et Léo qui brandissent une arme. Il y a une première balle qui va l'atteindre. Une deuxième, il va s'écrouler. Une troisième, et là, Nicolas Léo et Joe Armini vont arriver à sa hauteur. Armini, il tire 3 balles à la tête. Nicolas Léo de 2 balles. Les policiers voient tout ça, là. Un policier arrive près du corps de Robert Allard et constate son décès. Pendant que d'autres policiers, 2 autres policiers, partent à la poursuite de Armini et de Léo. Alors, il y a un policier qui va presque rattraper Armini, là, qui va lui intimer l'ordre de laisser tomber son arme et de se rendre. Armini est cuit, c'est ce qu'il va faire. Nicolas Léo, de son côté, se barricade dans les toilettes d'une autre station-service. Un policier s'avance, tente d'ouvrir la porte verrouillée et finit par tirer sur la poignée de porte. Il y a Nicolas Léo qui est prostré, qui crie, et il a les mains ensanglantées. Il s'est fait sectionner 3 doigts de la main droite et 2 de la main gauche. Il va être arrêté aussi. Il reste Jimmy DiMaolo. Jimmy DiMaolo, lui, il est posté pour voir ce qui s'est passé. Alors, il a démarré en trombe, mais il y a une voiture de police qui l'avait à l'œil. Ils vont vite le rattraper et l'arrêter. Dans les jours qui suivent, des observateurs font remarquer que ces assassins savaient qu'Allard allait sortir de chez lui vers les 9 heures. Une personne qui avait sa confiance lui avait ainsi donné rendez-vous à la demande des mafiosi. Robert Allard a donc été trahi par l'un des siens. On ne saura jamais l'identité du traître, ni combien lui a valu sa trahison. On ne saura pas non plus ce qu'avait promis Jimmy DiMaolo à Armini et Léo en échange de leurs loyaux et cruels services. DiMaolo, dans cette affaire, n'avait fait qu'exécuter des ordres venus d'en haut. On lui avait confié le mandat de régler le cas d'Allard.
Il n'avait d'autre choix que de se soumettre. Les policiers ont toujours imputé à Frank Cotroni et peut-être à d'autres membres importants de ce clan de la mafia italienne à Montréal, l'ordre qui a été donné pour mettre ce jeune homme-là hors d'état de nuire puis affaiblir du même souffle le clan de Blas. Alors, il était... Moi, je pense honnêtement, là, je ne mettrais pas ma main dans le feu. Mais pour avoir eu quelques conversations avec le clan, l'entourage de Cotroni, on avait plus peur d'Allard, qui pouvait être considéré comme une tête brûlée, que Blas. Blas, même si c'était pas une 100 watts, là, c'était un personnage qui faisait attention. Tandis qu'alors, il aurait pu rentrer avec une mitraillette dans un endroit public, puis ça ne l'aurait pas dérangé. Alors, on craignait plus alors. C'est pour ça qu'alors, il a payé de sa vie. Les 3 tueurs, tout comme Richard Blas, l'ami inséparable d'Allard, vont se retrouver derrière les barreaux. Le trio de mafiosi se retrouve maintenant dans de sales draps. On leur intente des procès qui prennent fin au printemps de 1970, soit 1 an après les faits. Les 3 hommes sont condamnés à l'emprisonnement à vie. Leur sentence est assortie de mesures qui font en sorte qu'ils seront admissibles à une libération conditionnelle une 12aine d'années après leur arrestation. Étant donné les liens très étroits qui unissaient Allard et Blas, on peut penser que Blas aurait voulu venger sa mort et l'a vengé de façon très cruelle. Je pense qu'il y en a beaucoup de criminels italiens qui y seraient passés, mais ce dont Blas a manqué, c'est de temps. Richard Blas est en prison depuis 5 mois au moment de l'assassinat de Robert Allard. Il est toujours en attente de sa sentence pour le braquage sanglant commis à Sherbrooke. 5 mois passent encore, puis, le 17 octobre 1969, celui que les médias surnomment le Chat est en route avec des co-détenus de la prison de Bordeaux vers le palais de justice de Montréal. À bord de la fourgonnette servant au transport des prisonniers, l'un d'eux dégaine une arme et on parvient à maîtriser les gardiens. Les prisonniers prennent le large. Des centaines de policiers s'amènent dans le secteur. L'une des plus importantes rafles de l'histoire de Montréal s'organise. Aucun des évadés ne jouira bien longtemps de sa liberté. Blas est repris dès le lendemain matin. Un coup de téléphone anonyme et les policiers ont l'adresse de l'appartement où il se terre avec sa femme. Le braquage raté de Sherbrooke et cette évasion vont valoir à Blas une lourde sentence d'emprisonnement. En juin 1974, 5 ans ont passé depuis cette courte escapade. Alors, Blas, qui avait l'habitude des coups fourrés et des coups spectaculaires, encore une fois est à l'origine d'une autre tentative d'évasion qui lui réussira pas. 5 détenus du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul s'emparent d'un camion chargé de linge sale, maîtrisent 2 gardiens et le chauffeur et passent les grilles de la prison. Blas réussit une 2e tentative d'évasion assez spectaculaire, mais ça va lui survivre pas plus de 24 heures. Encore une fois, tout ça, ça se développe, ça se déroule sur fond de félonie, de trahison. Un appel anonyme probablement d'un ami qui lui voulait du bien est placé aux policiers qui l'arrêtent dans une résidence, une maison dans le nord de Montréal. Richard Blas, aussitôt renvoyé derrière les barreaux, n'y restera pas longtemps. Il va s'évader une 3e fois. La cavale de l'homme le plus recherché au pays va durer 7 mois. Et elle va se conclure dans l'horreur. Il est devenu, qui a complètement perdu le Nord, puis il est devenu une bête enragée. C'était sûr et certain que le mot était donné dans le milieu policier. N'oublions pas qu'il y a eu 27 balles dans le corps. La plus grande franchise du hockey professionnel. Un accès sans précédent. 24 CH. Aujourd'hui 17h. À Canal D. Non, mais sérieux, c'est comment être gagnant à la vie? T'as déjà eu ça, déjà vu? Ouais. Quand je vois un nouveau 1000$ dans mon compte, là, j'ai comme un déjà vu. OK. La semaine passée, pouf, 1000$. Cette semaine, pouf, encore 1000$. Puis ça va être de même pour le reste de ta vie? Exactement. Un peu comme ça. Gagnant à vie, encore 3 vies à changer. Serez-vous le prochain?
Monsieur Net déteste le gaspillage presque autant que la saleté. Alors quand il a créé le nettoyant Liquid Muscle, il n'a pas fait que le rendre plus puissant. Il l'a aussi doté d'un bouchon avec auto-arrêt qui ne libère que la quantité requise, contrairement à ses autres nettoyants. Monsieur Net Liquid Muscle. Moi, je prends le café puis le muffin ensemble. C'est tellement bon, regarde ça. C'est cuit sur place. Ah, c'est bon. Le café, il est bon. Pas trop léger, pas trop corsé. Il est juste parfait. Café muffin pour moins de 2 piastres. Café muffin. Lorsque vous avez un feu sauvage, vous voulez vous en débarrasser. Essayez Abreva, le médicament contre le feu sauvage le plus recommandé par les pharmaciens. Il est cliniquement éprouvé pour réduire la période de guérison à aussi peu que 4,1 jours. Abreva contient du docosanol qui empêche le virus de pénétrer les cellules saines qui l'entourent tout en réduisant la durée des symptômes. Débarrassez-vous de votre feu sauvage et redevenez vous-même avec Abreva, aussi disponible dans un format à pompe. Ceci est une capsule Medifact pour Abreva. Pourquoi laisser la constipation vous alourdir? Dès les premiers signes, essayez Restoralax. Différent de certains autres types de laxatifs, Restoralax utilise l'eau pour agir de 3 façons. Il attire l'eau dans les intestins pour hydrater, ramollir les selles et favoriser les mouvements intestinaux. Vous êtes alors soulagé, sans ballonnement, ni gaz, ni crampes, et êtes donc de nouveau sur pied. Dès les premiers signes de constipation occasionnelle, faites confiance à Restoralax. Essayez-le. Visitez restoralax.ca dès aujourd'hui. Faites du mélange Chex, votre nouvelle tradition des fêtes. Savourez des recettes maison prêtes en 15 minutes et réalisables au micro-ondes, comme les céréales Chex au caramel et filets de chocolat. Passez de joyeuses fêtes avec le mélange Chex. Tu sais, quand je te chatouille le ventre, puis que tu te dis « Ah, oui! » Bien là, c'est à mon tour. Saupoudrée de cannelle, débordante de saveurs. Croque cannelle, sensationnelle cannelle. De l'ampli Peavey au chapeau Stetson, des chaînes de montage high-tech à l'artisan minutieux, les objets que nous affectionnons ont tous été pensés, conçus et testés par des passionnés. Produit Inc. Dès 20h au lundi Science. En mai 1969, Joe Armeni et Nicolas Léo, sur les indications de Jimmy DiMaolo, abattent Robert Allard, un ennemi juré de la mafia montréalaise. Les 3 mafieux sont pris sur le fait, puis condamnés. Richard Blas, l'ami inséparable d'Allard, se trouve derrière les barreaux au moment du crime. Il s'est évadé 2 fois, mais il a été repris dans les 24 heures. Il réussit l'exploit de s'échapper une 3e fois. Richard Blas est dès lors l'homme le plus recherché au pays. Moi, je me souviens toujours, je n'oublierai jamais ça, parce que là, à un moment donné, il était activement recherché, il était extrêmement dangereux. Puis s'il m'avait donné rendez-vous, je serais jamais allé, parce que je savais, là, que j'avais eu des informations qui étaient devenues une bête enragée. Richard Blas pille des banques et règle ses comptes. Une semaine après son évasion, il crible de balles Raymond Lorrain et Roger Lévesque, des amis qu'il soupçonne de trahison. Le 24 décembre suivant, il fête Noël dans un restaurant qu'il quitte en compagnie des frères Roger et Serge Côté. On retrouvera leur cadavre transpercé de balles le lendemain matin. Il atteint le summum de sa frénésie le 21 janvier 1975. Ce soir-là, il se présente au Gargantua, un bar très couru à cette époque. Il veut supprimer 2 témoins gênants. Il est devenu, qui a complètement perdu le Nord. Puis je n'ai pas été surpris de voir comment ça s'est terminé au bar Salon Gargantua. Après avoir abattu le gérant de l'établissement à l'aide d'un complice, ils enferment une dizaine de clients et employés avant de mettre le feu au bar afin de faire disparaître toute trace de leur passage. Bilan, 13 morts. Ce crime figure parmi les plus horribles dans les annales judiciaires canadiennes.
3 jours plus tard, au petit matin, des policiers surprennent Richard Blas dans un chalet de Val-David. Il n'en sortira pas vivant. On le crible de 27 balles. Blas était devenu une bête enragée. C'était sûr et certain que le mot était donné dans le milieu policier. Le procès a été fait dans le chalet à Val-David. Sa fin va soulever une polémique dans la presse. Les policiers ont-ils agi en légitime défense ou ont-ils purement et simplement exécuté Richard Blas? On n'a jamais su vraiment ce qui s'est passé dans le chalet. Les 2 policiers qui ont participé à ça sont plus de ce monde. Pendant les 6 années qui ont suivi l'assassinat de Robert Allard, son ami Richard Blas n'a pu le venger, car il a passé presque tout ce temps en prison. Robert Allard, Richard Blas, tout le gang du Nord s'élevait, dans le fond, contre la domination de la mafia montréalaise. 15 ans plus tard, là, au tournant des années 1980, cette révolution tranquille-là des truands francophones a eu lieu. Le fameux clan des frères Dubois. Puis il y a les motards, les Devil's Disciples, les Popeyes, tous des jeunes truands francophones ont pris beaucoup de place. La mafia n'exerce plus la domination qu'elle exerçait 15 ou 20 ans plus tôt. Lorsque les assassins de Robert Allard obtiennent leur libération conditionnelle, la hiérarchie du monde criminel a donc bien changé. En 1981, Joe Armini, Nicolas Léo et Jimmy Dimalo ont droit à une libération conditionnelle. Et on n'entendra plus jamais parler de Nicolas Léo. Il faut se rappeler qu'il lui manque 3 doigts à la main droite, 2 à la main gauche. Alors, c'est un handicapé sérieux. Joe Armini, il est sorti de prison en 81, mais il ne tardera pas à faire parler de lui parce que quelques années plus tard, il va se faire prendre dans une grosse affaire d'importation de drogue et il va écoper de 13 ans d'emprisonnement, si bien qu'il va sortir de prison en 1994. Jimmy Dimalo, lui, va vraiment faire là, une carrière remarquable. Ce qu'on va apprendre, c'est que Jimmy Dimalo est à la tête d'une fortune estimée à 15 millions. Alors, Jimmy Dimalo est arrêté en août 1994 et il va être accusé d'avoir blanchi pas moins de 10 millions de dollars. Mais il va aussi être impliqué et reconnu coupable d'avoir comploté l'importation d'une tonne de cocaïne colombienne. Alors, tout ça, au total, ça va lui valoir une condamnation à 12 ans de prison. En cette fin des années 1990, bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'assassinat de Robert Allard. Ce qui reste, en somme, c'est que Allard aurait eu une courte carrière criminelle qui était alimentée à la violence. Ce qu'il y a aussi dans le milieu, c'est des têtes brûlées, des desperados là, à la Richard Blas ou à la Robert Allard. Les têtes brûlées ne font jamais long feu, finissent toujours de la même façon, par les armes. Celui qui vit par l'épée périt par l'épée. Quand tu regardes la carrière de ces criminels-là, c'est rare qu'ils dépassent 32, 33, 34 ans. Alors, on peut pas penser que Robert Allard est un grand criminel qui a régné au Québec. C'est un gars extrêmement dangereux. Il a fini comme bien des genres de criminels finissent, c'est-à-dire tomber sous les balles.